Né sous la période coloniale du roi Albert Ier au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lufwa Mawidy a traversé toutes les transformations de l'actuelle République démocratique du Congo. Natif de Yanda dans le Congo central, très tôt, ses origines et ses talents l'ont fait distinguer de ses congénères. Bon, Papa Lufwa est originaire de l'actuel Congo central, dans la contrée de Gombe Matadi, précisément de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Bon, vraiment, il n'a pas tout à fait des membres très proches de sa famille. D'ailleurs, ça s'acquise bien partant de son nom. Il s'appelait Lufwa Mawidy. Bon, à notre langue maternelle, Lufwa, qui signifie la mort. Mawidy, donc, c'est épuisé, c'est fini. C'est-à-dire une petite histoire. Dans sa famille, les enfants ne faisaient que mourir. C'est pourquoi avec les rites, on a défendu la mort, qu'il n'y ait plus la mort. C'est pourquoi il portait ce nom-là de Lufwa, terminé. Bon, en tout cas, il était resté unique. Jusqu'ici, il n'a pas vraiment de proches. Il avait quand même une aînée avant lui. Parce qu'après cette aînée-là, je crois 10 enfants, 8 à 10 enfants ont trébuché. Mais l'aînée, la première là, existait, avait laissé 2 enfants seulement qu'il avait élevés, quoi. Oui. Je crois que ça se limite là, sa famille. Sa famille en tant que Nekongo, hein, ça se limite là. Son père s'appelait Monsieur William. Il s'appelait Monsieur, le prénom c'était William, le nom c'était Mampouya. Bon, pour élargir, il était pasteur protestant. Alors sa mère s'appelait Maman Léo Marie. Bon. Toujours dans la même contrée. Ne dit-on pas parfois, mais tel père, tel fils, comme dit un proverbe français. Souvent, les enfants copient leur père parce qu'ils voient ce qu'ils font, leur père. Et comme mon père était ébéniste, à cette époque-là, c'était un métier très honorable. Et mon père était ébéniste. Et quand il est mort, il ne m'a pas laissé grand-chose, pas d'argent, pas de maison. Mais j'ai hérité tout simplement un petit couteau qui m'a permis de reproduire certaines choses que j'ai trouvées dans des revues ou dans des plans de meubles. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a aidé à être repéré par le révérend frère Marc Stanislas, un Belge qui était mon ancien professeur. Grâce à cela, je suis devenu artiste. Bon, pratiquement, il était né dans un petit village qui s'est séparé à cette époque-là d'un Kamba, 3 km seulement. Aujourd'hui, c'est Nkamba. Le village s'appelait Yanda. Alors, il a commencé ses études primaires à Gombe Matadi, à une quinzaine de kilomètres de Kamba. Bon, il était brillant. Il paraît qu'il était très brillant. Alors, à l'arrivée d'un frère qui s'appelait Marc Walenda, le fondateur de l'actuelle Académie des Beaux-Arts. Hein, dans le temps, c'était l'école Saint-Luc. Alors, dès son entrée de ce frère-là, pour créer sa nouvelle section à Gombe Matadi, il avait découvert le vieux qui était déjà en 2e année, disons, en année finale de son cours du bois de l'ébénisterie. Alors, il était très impressionné par ce qu'il faisait. Bon, il a apprécié le vieux. Il lui a demandé d'entrer
automatiquement à son option de sculpture. C'est comme ça. Et alors, mes condisciples ont vu ce que je faisais. Je reproduisais certaines décorations sur le plan de mobilier qui était réalisé par les étudiants de l'Europe qui apprenaient la menuiserie dans les écoles techniques. Et ils sont allés m'accuser chez le frère Marc. Et ils ont dit au frère Marc, mais celui-là, ce sera un bon élément. Et voilà ce qu'il fait, ça et ça et ça et ça. Alors, frère Marc a demandé qu'il me le dise. Comme ça, je pourrais aller les visiter à son école Saint-Luc qu'il venait de créer en 1943. Et j'étais le premier élève inscrit à cette époque-là à l'école Saint-Luc de Ngombe Matadi. Et bien là, j'ai trouvé mon précédent qui avait déjà mis 3 mois de formation. Winengwane Jacob, il est mort malheureusement il y a quelques 15-20 ans. 5 ans plus tard, le cadre et la clientèle ne prétendent pas à l'émergence de l'art plastique. Le frère Marc Stanislas et son apprenti seront contraints de délocaliser leurs activités de Ngombe Matadi vers Kinshasa. De fil en aiguille, c'est comme ça que naîtra en 1957 l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, où André Loufoua fera partie des premiers professeurs. Vous voyez, à cette époque, frère Marc avait du mal pour installer sa section de l'art à Ngombe Matadi. Parce que le monde colonialiste disait que l'indigène n'était pas approprié à ce genre d'études, de travail. Bon. En même temps, les frères aussi, sa congrégation de frères des écoles chrétiennes était un peu équidistant de ses ambitions. Alors, c'était par sa propre poche. Il avait quand même une famille un peu importante en Belgique qui finançait pour son opération. Parce que ce soit le gouvernement colonial comme sa congrégation, en tout cas, ils avaient des réserves. Alors, raison pour laquelle on a découvert qu'à Ngombe Matadi, c'était un milieu très restreint. C'était difficile pour s'épanouir en art. Hein? Bon. Alors, l'école devrait être transférée ici à Kinshasa. C'est cette raison-là. 2 ans à peine, on avait transféré l'école ici, là où se trouve l'Académie des Beaux-Arts actuelle. C'est pour cette raison. Là, c'était à l'intérieur. C'était vraiment un peu étouffé. Vous voyez, l'art, ça demande quand même une classe un peu importante là. Là, c'était bâclé. Une école de beaux-arts à l'intérieur, à l'époque, ça ne donnait pas bien. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'amener à Kinshasa. Et petit à petit, le frère Marc Walenda a amené ses élèves ici à Kinshasa et on leur a donné ces sites de l'Académie Beaux-Arts qu'il a amélioré, où l'école fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Alors, raison pour laquelle on avait transféré cette école ici à Kinshasa. Ce n'était pas de son gré, plutôt c'était une recommandation que la nature a fait que l'école soit transférée ici. Bon, en tout cas, il était parmi les précurseurs. Bon, avant lui, il y avait déjà un qui à peine avait fait 3 mois ou bien 6 mois, avait désisté. Lui, il fit le deuxième. Mais actuellement, c'est lui le précurseur, le premier. Parce que l'autre là avait abandonné. En tout cas, c'était en 1948, je n'étais pas encore né quand on avait transféré l'école ici à Kinshasa. D'ailleurs, à cette époque, il était encore élève à cette école. Quand il avait terminé ses études, 2 ans après, il s'est marié. Bon, attention, à ce moment-là, le monde était strict. Il devrait d'abord terminer ses études, s'asseoir aussi, c'est-à-dire une certaine stabilité avant de former une famille. Et quand Walenda, il a ramené l'académie à Kinshasa, il a aussi ramené Loufoua. Et Loufoua à l'académie, on le considère comme un maître.
comme un maître, de la sculpture moderne ou de la sculpture congolaise. En famille, Loufoua Mawidi est un mari fidèle, un père réservé et assez effacé, une résultante normale de son éducation, tant au niveau de la famille qu'à l'école chrétienne qu'il fréquentait. Vous voyez, il était orphelin de père et de mère, hein, une famille très restreinte. Bon, il fut élevé par les frères des écoles chrétiennes compte tenu de ce qu'il avait comme avenir, quoi. Bon, de ce qu'il propageait comme sa nature était bon. Alors là, vous allez vite comprendre qu'il avait acquis une éducation tout à fait chrétienne. Bon, et puis il s'approchait beaucoup à devenir un frère comme ça demandait à cette époque. Malheureusement, les gens de sa contrée avaient refusé, comme il était orphelin de père et de mère, et une petite famille seulement. On lui dira qu'André Loufoua, il faut vous marier, il faut avoir des enfants, sinon vous allez tarir votre lignée. Alors, directement, ça reflète la vie des religieux plutôt. C'était son comportement. Il était très pacifique, il était réfléchi. C'est un homme proche à un religieux. Il était très philanthrope. Alors, quant à la famille, lui, il faisait son devoir, mais avec douceur. Vous allez comprendre cette attitude-là, avec douceur. Donc, un religieux masqué. Nous étions nés d'une famille de 3 garçons dont j'étais l'aîné. J'étais l'aîné, bon, à un certain temps, c'est Dieu qui donne, c'est lui aussi qui reprend. Il avait repris mes 2 frères. Bon, j'étais resté unique au sein de mon père, disons, de ma famille. Vous savez, dans le temps, aujourd'hui, nous sommes plus de 80 millions de Congolais, 100 millions. Bon, dans le temps, ce n'était pas comme ça. On était à un nombre très restreint. Vous voyez, 15 millions, 20 millions à l'époque, je ne sais pas. Alors, le Congo devrait quand même grandir. Hein, comme nous évoquons quelque part que on va remplir le Congo. Hein, c'est ça. Hein? Bon, c'était aussi son souhait, mais c'est arrivé autrement. Après la naissance de nous 3, la maman ne concevait plus. Bon, c'était stoppé, et surtout que mon père, comme ma mère aussi, avait la foi tout à fait chrétienne. Ils ne reprochaient personne, ils sont stoppés là-bas. Je me rappelle à cette époque, on disait, si vous avez 3 enfants, c'est-à-dire vous êtes Kissite, hein? Là on parlait Kissite, hein? Donc vous n'étiez pas très important dans ce monde, puisque vous n'étiez pas fructueuse, la femme. C'est ça. Bon, et ils avaient leurs convictions. À le fréquenter, c'était un papa. Un papa qui était responsable et conscient des responsabilités, des charges qu'il avait. Parce qu'il y a des gens à qui on confie des responsabilités, mais qui ne sont pas conscients du rôle qu'il devait jouer. Lui, en tout cas, comme sculpteur, comme enseignant, c'était un métier responsable. Il a marqué tout le monde. Et il était aussi, comme il a vécu au village, il avait la tradition et il vous traduisait, il vous parlait un peu comme un chef coutumier. Ceux qui ne comprenaient pas ces choses-là n'avaient rien saisi peut-être de lui. Mais nous qui avions étudié aussi un peu à l'intérieur et ici, nous comprenions ce qu'il voulait dire et où il voulait nous amener et qu'est-ce qu'il voulait imprimer en nous. Il suffisait pas seulement d'être artiste, mais il fallait être aussi un homme responsable. Parce que l'artiste, sans la tradition, il manque quelque chose. Or, lui avait la tradition, il est parti de la tradition parce qu'il est venu du village de l'intérieur et venir à Kinshasa pour venir enseigner avec les frères. Donc, c'est quelqu'un qui était en même temps de la civilisation blanche et de la tradition congolaise ou africaine que nous étions à l'époque. Et donc, c'était un monsieur
complet qui vous parlait de l'homme dans ses traditions et dans le modernisme. Et pour l'artiste, c'est très important. C'était un gars humble, un homme cultivé, un homme qui était en avance par rapport à son temps parce qu'il a connu le succès, les voyages, les rencontres avec les stars internationales et des expositions à l'étranger avant l'indépendance. Avant la période des indépendances africaines, il a connu tout ça. Il a connu Senghor en face. Il n'a pas entendu parler de Senghor. Il a connu Senghor. Vous voyez, il a dirigé des artistes africains, rwandais, sénégalais, de tous bords. Il a été en France, il a été aux États-Unis, il a été au Canada, il a été un peu partout. Avant les indépendances, il était déjà dans le livre, le dictionnaire des personnes connues, avant que Wikipédia n'existe. Donc c'est un monsieur qui était très humble. Sincèrement, c'était un papa calme, très éloquent, et un bon conseiller aussi. Et ce qui m'a attiré, c'est ce calme-là. Et à part ce calme, c'était un artiste talentueux, un bon sculpteur, réaliste. Il suffit de voir ses œuvres en bois pour en être convaincu. Et un jour, lorsqu'il vivait encore à Kasavubu, j'avais eu cette chance-là de le fréquenter. Pas régulièrement, tout en l'amenant à côté de moi une de mes œuvres, parce qu'il devait quand même apprécier. Et lorsqu'il a vu mon œuvre, il a dit qu'en tout cas, non, petit, vous avez des talents, mon fils. Vous avez des talents. Parce que je me disais, voilà, je dois quand même faire quelque chose qui peut au moins me rapprocher de mes aînés, de mes parents. Et Loufa Maui dit, c'est un grand sculpteur. Et il savait très bien tailler le bois. Je sais bien qu'il a utilisé beaucoup de techniques, mais moi, le bois étant une matière de prédilection pour moi, je me suis dit en tout cas, je dois faire comme lui. Ce que j'ai puisé chez lui, c'est premièrement la finition de l'œuvre bien faite. Donc ces œuvres étaient appréciables. Et si son nom a franchi nos frontières, ce n'est pas pour rien. Parce qu'à travers les ouvrages, on a vu qu'il était en contact avec le roi Baudouin. Vous comprenez? Avec le président Léopold Sédar Senghor. Vous comprenez? Ce sont des grands noms. Alors, il a défendu la valeur de la sculpture congolaise moderne. Et pour moi, des gens comme ça, je dois quand même les adorer. Je m'excuse le terme. Autre temps, autre mœurs. Durant les années 1960-1980, André Loufoua-Mawidi est jeté aux oubliettes. Ce sont ces jeunes apprentis d'hier qui fricotent avec le pouvoir en place et raflent les marchés. Mais le géant ne flanche pas dans ses convictions, il continue à exercer son art et sa passion. À un certain moment, il s'est dit, bon, je vais essayer un peu la politique. Parce qu'on venait d'être indépendant en 1960 et c'était parmi les élites sur lesquelles on pouvait compter dans le Bas-Congo. Et comme la province du Congo central était là où il y a le quartier général de l'armée, à Mbinza là-bas, c'était le quartier général, lui il est allé là-bas, il s'est occupé de je ne sais pas quel département, peut-être la culture, mais c'était un grand métier. Donc il a abandonné l'enseignement, il a quitté l'enseignement pour s'occuper de la politique au gouvernement provincial du Congo central. Mais il n'a pas abandonné la sculpture, il a continué à œuvrer, à faire la sculpture, parce qu'il était quelqu'un qui marquait sa génération. Et donc s'il avait abandonné, il aurait créé un vide qu'on regretterait aujourd'hui. Mais il a bien fait de continuer à ça, la politique. Après, il n'a plus fait la politique. Il a continué à faire la sculpture chez lui. Et il a fait des expositions
Vous allez à la foire, par exemple, de Kinshasa, il y a les batteurs de tam-tam qui est là, un monument dont on parle. C'est un de ces derniers monuments dont on parle. Vous savez, à cette époque-là, après l'indépendance, quand on avait accédé à l'indépendance, le pays avait vraiment tout à fait changé de visage. Même lui aussi, quelque part, était un peu découragé. Il fut professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Mais vers 1963, il était un peu découragé parce qu'il n'avait plus de preneurs. Donc, les gens qui achetaient les œuvres étaient la plupart les expatriés, les Belges, bon, les Européens. Ils étaient partis. Vous voyez, ça, partant de lui-même, il était découragé. D'ailleurs, je me rappelle, une fois, il avait embrassé l'administration dans le gouvernement provincial du Congo central à cette époque. Il a abandonné l'enseignement. Il était un peu frustré. Quel sera l'avenir de l'art si on continue avec cette allure au pays? Bien qu'il s'était plongé dans l'administration, mais l'âme d'un artiste, vous voyez, parfois, surtout lui, le précurseur, surtout à cette époque-là, il était vraiment le précurseur. Un artiste. C'est un homme, comment je dirais, c'est un homme très pacifique. Il est là pour faire égayer les autres, à travers son art. Il avait embrassé l'administration, mais 2 ans plus tard, ça n'allait pas. Il a regagné son art dans son petit atelier. Bon, petit à petit, il s'est retrouvé. Évidemment, lui me disait que je travaille beaucoup pour la gloire. Pas seulement pour l'argent, mais pour la gloire. En tout cas, je crois que c'est vrai aussi plus que. Il est enterré aujourd'hui sans récupérer ne fût-ce qu'un petit rond de ses droits d'auteur. Mais à travers le monde, il est bien connu. Il était satisfait au moins de ça. C'est une vocation. Un vrai artiste. Il y en a qui n'ont pas connu des vies aisées, mais ils ont continué à pratiquer leur art. C'est un peu le cas pour moi. Et si je change un peu d'orientation, c'est toujours dans l'esprit de la culture. De sa nature, il n'était pas... Il était très souvent dissimulé. Et puis, vous savez, chaque époque, chaque période a ses réalités. Bon. Certains artistes avaient leurs ambitions, bon, ils travaillaient aussi de leur manière. Vous allez comprendre mon langage. Bon. Et dans la nature, les uns cherchent parfois à étouffer les autres. Bon, tout ça, vous allez comprendre. Mais lui, au moins, il était dans sa droiture. Bon, je me résume, c'est l'œuvre d'art qui détermine la grandeur de son artiste. On peut citer beaucoup dans notre pays de la même discipline que mon père, mais à travers le monde, vous savez, ici, il est un peu méconnu. C'est dû à beaucoup d'éducation massive, bon, tout ça, l'instruction, les possibilités financières, parce que pour découvrir ou bien acheter une œuvre d'art, il faut avoir les possibilités, bon, entre nous, qui est vraiment présent dans cette envergure, c'est difficile. Bon, c'est pourquoi parfois certains artistes sont mal connus sur place ici, mais en tout cas à travers les 4 coins du monde, il est quand même dans un échiquier favori, quoi. Le maître Loufoua, il a donné cours à des artistes, aujourd'hui nos professeurs, que nous on considère comme des grands-pères. Et cette chance ou l'occasion, je n'ai pas eu à le fréquenter. Donc c'est comme si c'est une légende qu'on étudie. Bon, on a des professeurs comme le professeur Makalambuta, on a les professeurs comme le prof Lubanza, Pierre, on a les professeurs comme le prof Nzeidio, ils sont assez nombreux, les profs Maboudi sont assez nombreux.
Ce sont des anciens qui, Maître Loufoua a donné cours, qui comprend même le Maître Liolo aussi, fil élève de Maître Loufoua. Parler des Papa Loufoua, vous voyez, je l'appelle Papa Loufoua, c'est pour vous dire que pour moi, en tant qu'artiste sculpteur, c'est un grand nom. Un grand nom que j'ai connu. Comment et où? C'est-à-dire, commence premièrement à travers la lecture. Et une fois arrivé à l'Académie des Beaux-Arts, ouais, j'ai connu certains professeurs qui furent ses élèves. Donc, mes professeurs à moi, ce sont ses élèves à lui. Alors, de toutes les façons, il fallait pousser plus loin. En poussant plus loin, nous voyons par la Fikine, le batteur de tam-tam, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Même celui qui n'est pas artiste connaît qu'il y a une œuvre d'un batteur de tam-tam. Non, c'est pour vous dire que c'est déjà un point de référence. C'est un nom très connu, et pour nous, et c'est notre papa, notre coco. Parce que Loufoua Mawidi, c'est le père de la sculpture congolaise moderne. Loufoua Mawidi, c'est un nom, mais en tant qu'artiste, c'est une référence. Loufoua est notre référence en tant qu'artiste, parce qu'il fut le premier artiste diplômé de l'Académie des Beaux-Arts, et depuis son déplacement de Gombe Matadi jusqu'à Kinshasa. Donc il est le premier diplômé noir sculpteur qu'on connaît, et on a eu la chance de l'étudier dans le cours d'art moderne, et on a eu la chance de le voir travailler, puisque quand il a cessé avec l'enseignement, il est resté dans son atelier en train de travailler. Et nous, en tant que jeunes artistes, on avait eu cette chance-là d'aller les fréquenter, juste pour poser des questions, pour juste parler de certaines techniques qu'on ne connaissait pas. Et je me référais beaucoup à Papa Loufoua. Bon, vous savez, l'artiste, c'est quelqu'un qui a toujours un tempérament. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je connais Loufoua de fond en comble, mais je pense que si je dois juste le comparer, et pendant le moment où je le fréquentais comment? Je me rends chez lui à la maison, il m'a dit, je pose la question, papa est là? Oh non, papa il est dans l'atelier. J'entre, je le trouve en train de travailler. Ah bonjour mon fils, bonjour. Papa Loufoua, moi c'est Chamala. Ah mais Chamala, je connais déjà, tu es passé l'autre fois, oui. Bon, Papa Loufoua, je suis venu parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Et là, il reprend ses habitudes d'antan, ses habitudes d'enseignant, ses habitudes de professeur avec un élève ou avec son étudiant. Et là, il est vraiment à l'écoute. Et il t'écoute. Et quand tu poses ton problème, et Papa Loufoua commence à t'expliquer. Vous savez, Papa Loufoua a sculpté beaucoup de femmes. Et moi, quand je grandissais, je me disais, je suis un artiste des femmes. Mais alors, je me disais, s'il faut expliquer pourquoi vous aimez la femme, vous allez voir que vous n'aurez pas une réponse concrète. Et un jour, je suis allé voir Papa Loufoua pour lui demander que représentait la femme pour lui. Et c'est là où j'ai eu cette anecdote qui dit que la femme, c'est l'harmonie. La femme en soi, c'est Dieu. La femme, c'est la ligne même. La femme, c'est la ligne continue. Et ça, je le détiens de Papa Loufoua. Et quand il parlait de la femme, tu sens la finesse avec laquelle Papa Loufoua sculptait ses sculptures de féminin. Et vous allez voir que c'est quelqu'un qui avait cette harmonie-là. Il disait la femme, c'était une passion. L'harmonie de l'être. Et c'est comme ça qu'il voit. Je le voyais comme un Dieu quand il y a eu l'idée de créer la femme. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait savoir. L'homme qui est endormi et que la femme, quand il s'est réveillé, quand la femme a pris corps et vie, Dieu a admiré, oui ou pas. Mais on voit cela dans l'artiste, on voit cela à travers les œuvres de Papa Loufoua. La finesse qui traduit son œuvre féminine fait que Papa Loufoua vous dirait que la femme, c'est l'harmonie elle-même.
C'est la ligne continue qu'on appelle l'arabesque. Et c'est là où vous allez retrouver les lignes de la femme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et que je retiens jusqu'à aujourd'hui par rapport à Papa Loufoua. Et si vous regardez mes sculptures féminines, vous allez sentir cet élément-là harmonieux et que Papa Loufoua me dira un jour avant qu'il parte. J'ai eu la chance de les rencontrer et j'étais très content. Au départ, il n'y avait que la sculpture. C'est après qu'on a créé la section de peinture et puis la céramique après. Donc l'école a fonctionné avec 3 sections, mais la plus ancienne, c'est la sculpture. Et l'enseignant le plus ancien ici, c'est le Papa Loufoua, le professeur Loufoua Mawid. Il s'est occupé de la sculpture jusqu'à ce qu'il s'est dit, bon, ben moi j'arrête là. Mais il a beaucoup marqué l'Académie des Beaux-Arts, les gens qu'il a formés, entre autres, moi je l'ai eu. Moi je suis arrivé ici en 1958 et j'ai commencé ma première année ici, dans la section peinture. Mais nous suivions certains cours ensemble avec les élèves des sculptures. Et il m'a donné spécialement les cours de fusain, donc des dessins. Et c'était un monsieur plutôt qui maîtrisait les choses. Et c'est pas pour rien que son nom est resté dans l'histoire, parce qu'il maîtrisait vraiment les métiers. L'art au Congo est considéré comme un luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est une culture. Et la culture constitue une valeur pour un pays. Les diamants, l'or, sont des minéraux. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde d'en jouir comme il se doit. Durant sa carrière, Loufoua Mawidi représentera valablement le Congo à travers divers pays du monde. Icône et ambassadeur incontesté de la sculpture congolaise, ses œuvres sillonnent encore le globe. Il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé dans le sens, il représentait beaucoup les pays, certaines expositions, telles qu'à l'exposition universelle de Montréal en 1968, je crois bien. À New York aussi, bon, par-ci, par-là. Bon, en un mot, il connaît au moins tous les continents de cette terre. Le dernier voyage, c'était pour la réception et la critique aussi de Corée du Nord, hein, le monument de Mosée, Laurent Kabila et celui de l'héros Patrice Emery Lumumba. Il était là en Corée pour retoucher, hein, pour réceptionner, pour vérifier. Maître Loufoua, il était parti en Corée pour la correction des lèvres de Lumumba qui se trouve au niveau de l'échangeur. Pourquoi? Parce que Maître Loufoua Mawidi, lui, il a vécu. Il a vu Lumumba de son vivant. Et c'est pour cela, pour de précisions, on devait amener quelqu'un qui a vécu avec Lumumba pour donner des corrections sur le portrait. Malgré les dures réalités de la vie d'artiste en RDC, André Loufoua Mawidi n'était pas homme à pleurnicher en dehors des incessantes réclamations de ses droits d'auteur. Avec près d'un siècle de vie, ses plus grandes peines concernent avant tout la survie de son œuvre et de sa mémoire. Il me prodiguait beaucoup de conseils que s'il mourait, il faut que je fasse de mon mieux à privilégier son œuvre dans l'ensemble, de très bien la garder dans l'ensemble. Par exemple, celui de l'œuvre de la foire. Vous savez, une fois, lors de malheureux événements du pillage, bon, on avait écrasé sa figure ici quelque part. Bon, on arrive là-bas, bon, quand il voyait cela, c'est comme si on avait agi chez Bernard. Et ça lui faisait mal au cœur.
Alors il me disait, en tout cas, il faut toquer toutes les portes possibles, hein, aller chez les avertis, il faut réparer ça. En tout cas, il m'a demandé de sauvegarder son œuvre. Même sur place ici, il avait, je le détiens encore, certains croquis quand il fut encore élève, vers le 1942-43, de Gomatadi jusqu'ici. Gardez ça très bien, parfois ça vaut encore, ça vaudra plus que d'autres histoires. Là, c'est beaucoup d'argent. Bon, même, en même temps, si on parlait de moi et que vous n'ayez ne fût-ce que rien comme vestige dans la famille, ça sera quand même un peu, comment je dirais, un sacrilège, quoi, un sacrilège. Vous parlez de votre père, de votre famille sans avoir quelque chose comme vestige. C'est pas bien, il faut garder ces histoires. Même mes écrits, un jour on les cherchera dans ce monde. Bien qu'ici je suis un peu mal connu, mais à l'extérieur, et puis ça continuera toujours à monter. L'artiste doit être considéré parce qu'il a un apport très précieux pour l'histoire d'un pays. Comme dans la fable du riche laboureur, sentant sa mort prochaine, cette icône de la sculpture n'a pas manqué de remplir la besace de son fils de quelques précieux conseils. Il me disait, le jour où je mourrai, Bernard, même si vous n'avez pas d'argent, ne vous en faites pas. Achetez même le bois de coffrage, faites-moi un cercueil, mais alors, attention, il faut très bien soigner ces cercueils-là, que ça soit très propre, bien poncé, ces bois-là. Et puis, il faut très bien garder les angles, vous voyez? C'est-à-dire, il voudrait me montrer qu'il faut aller jusqu'au bout dans son travail. Il faut que le travail soit assidu, arrive vraiment à son terme. Mais il ne faut toujours pas travailler pour l'argent, surtout l'art. Il faut aussi le travailler pour la gloire. C'est ça qu'il a prodigué comme grand conseil, ce que je détiens encore. Parmi les différentes réalisations du grand maître, quelques-unes ont fortement marqué la mémoire et la conscience collective. Je citerai en premier lieu, parce que celle-là a presque franchi tous les horizons. Nous avons les fameux batteurs de tam-tam à la Fikine. Bon, la première a été érigée en 1968. Bon, les autorités de la foire ont remarqué que l'œuvre était vraiment avalée parce que l'esplanade était vraiment très vaste. C'est pourquoi on nous a demandé de reproduire alors en grand, en 2 fois. On a reproduit le deuxième, c'était une année après. Alors, celle-ci va mesurer le double, c'est-à-dire 7. Aujourd'hui, le batteur des tam-tam, c'est devenu l'emblème du pays ou l'emblème de la capitale. L'œuvre qui se trouve au niveau de la Fikine. Chaque fois qu'on allait le voir, il avait quelque chose de nouveau à nous présenter. Loufoua nous parlait beaucoup. Dans son entretien, il faisait souvent usage à la sagesse africaine, à la sagesse Congo. D'ailleurs, on a essayé de faire des recherches. On a trouvé que lorsqu'il a réalisé la statue de la Fikine, on lui a passé la commande. Loufoua est allé puiser dans la tradition Congo. Un proverbe qu'il a inspiré, Mbila Kulumbu Vokanyadiako Yamam, c'est-à-dire une invitation. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas des moyens de communication tels que nous les avons aujourd'hui. Ils avaient le tam-tam, ils avaient le fusil. Lorsqu'il y avait un événement important, on faisait usage soit du tam-tam, soit du fusil. Alors, fallait que Loufoua réalise la grande statue qui est à la Fikine. Or, la Fikine est une foire
devait être visité par beaucoup de gens dans le monde pour venir présenter et visiter. Alors, la statue de la Fikine fait appel aux gens pour venir à ce forum, un grand forum du donner et du recevoir. Tout cela, c'est parce que Loufoua n'a pas abandonné sa culture. Aujourd'hui, les jeunes, face aux événements mondiaux, abandonnent leur culture, leurs traditions, leurs coutumes. Or, Loufoua a donné un grand exemple. Cela nous amène aussi à stimuler les autres, même nous-mêmes, à aller puiser dans nos coutumes, dans nos traditions, dans notre culture, pour en sortir ce qui a de valeur. Surtout pour nous les sculpteurs, nous pouvons aussi nous inspirer des œuvres anciennes de nos ancêtres pour sortir des œuvres nouvelles qui ne seront pas des copies, mais une émanation de celles-là. Oui, à part ça, j'évoquerai encore deux œuvres à l'enceinte du ministère des Affaires étrangères. Là, on a fait deux œuvres. La première est intitulée l'ambassadeur, le diplomate en mission. Bon, le deuxième, c'est l'hospitalité. Pardon, l'hospitalier. C'est une grande œuvre, ça mesure à peu près comme celle de la foire. C'est 7 mètres aussi. Bon, je crois en exergue, nous allons encore citer sur le boulevard Tchachi. Là, on a reproduit, oui, on a reproduit le danseur Mukongo, son œuvre maîtresse. Hein. Le danseur Mukongo, c'est en bronze. Et puis, on a encore devant l'entrée du jardin présidentiel, à Mongaliema, nous avons le tireur, l'archer. Hein. L'archer, bon, je crois même en Boudi nature. Là, vraiment, c'est une innovation. Nous avons l'œuvre qui est intitulée L'envol du millénaire. Vraiment, c'est très moderne comme composition. Bon, même les anges à l'entrée de ce site. Bon, finalement, je peux encore évoquer la plaquette de colonel Kokolo au camp Kokolo. On avait sculpté 10 léopards en simili-pierre. Hein? Bon, c'était juste 2 à l'entrée de la cité de l'OIA, 4 aux entrées présidentielles et les 4 autres aux entrées du jardin présidentiel. Bon, malheureusement, ils sont tous, on les a tous cassés lors de l'entrée de l'AFDEL. Bon, c'est un peu déplorable parce que ce sont les œuvres qui étaient signées, c'est-à-dire dont on connaît l'auteur. Et puis, quelque part, on a appris à l'école que c'était les œuvres de Maître Loufoua. Bon, on les a cassés. Normalement, c'est notre totem, les léopards. Il faut les reprendre. Par notre grande surprise, on apprendra que ailleurs on commence à reprendre ces travaux. Or, en matière de droit d'auteur, ça ne se passe pas comme ça dans des milieux vraiment bien organisés. D'ailleurs, je me rappelle une fois mon père, parce que c'était vraiment choquant pour lui de voir ses œuvres soit traitées de la sorte. Il avait écrit à la présidence que, en son absence, son fils, c'est-à-dire moi, qui serait peut-être à la hauteur de reprendre ses œuvres. Là, en tout cas, ce sont des lois bien établies à l'UNESCO. Bon, à l'absence d'un membre de famille de l'artiste ou bien de son acolyte, souvent on fait passer par un concours, ce qui n'est pas fait. Bon,
Aujourd'hui, j'apprends qu'on est en train de réhabiliter ces léopards. Bon. Alors, la signature, ce sera comment? Vous voyez, c'est un décalage qu'on est en train de faire dans toute une génération. Parce que la génération précédente ont appris que c'était les œuvres de Loufoua. Bon, aujourd'hui, ça sera... vous voyez, on ne transforme pas l'histoire. Là, c'est une composition de Maître Loufoua, de mon père. Bon, vous savez, dans un temps comme ça, on parlait beaucoup de ce qui concerne le viol, surtout dans notre pays. Alors, lui, il savait lier l'art et la société, disons la vie. C'est pourquoi il a composé. Vous voyez, c'est un buste d'une femme. Les jambes sont tout à fait jointes. Donc, c'est intitulé Le Refus. Donc, elle n'accepte pas, elle ne veut pas. Donc, rejetons le viol. C'est ça à peu près la philosophie de cette œuvre. Bon, ça, ce sont deux œuvres qui se trouvent au musée, au musée national de l'art moderne. Bon, ici nous avons l'esclave. Ce sont des anciennes œuvres. L'esclave, ça date de 1948. Bon, cette œuvre, c'est le porteur de calebasse. Idem, ce sont les anciennes, c'est de 1948 aussi. Alors, il se trouve au musée national de l'art moderne congolais. Oh bon, c'est un peu comique. Hein? Cette œuvre est intitulée Déesse. Déesse, vous allez comprendre, Déesse. Bon, ici nous sommes en train de... Ça, c'est un modèle. Hein? Ça nous sert à reproduire en métal, hein? Principalement en bronze. Bon, c'est intitulé Déesse. Déesse, vous voyez sa forme un peu idyllique. Bon, un peu de comédie là-dedans. Hein? Bon, ça montre aussi la beauté de la femme. Devenir, être reconnu comme un icône, ce n'est pas facile. Il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Et ceux qui le sont, ils laissent une histoire au monde. Que tel pays du monde, il y a eu un tel qui a fait ceci ou cela. C'est pas le diamant, c'est pas l'or qui fait la valeur d'un pays, mais c'est sa culture. Pour moi, l'art, c'est le plus beau métier qui puisse exister. Et je suis né peut-être artiste, mais maintenant je vais mourir comme artiste.